Bonsoir, c'est 18 heures pile et nous sommes ravis de vous voir encore une fois dans ces lives de la Ligue vaudoise contre les cancers. Aujourd'hui, nous parlerons du sommeil, un thème qui intéresse à beaucoup de monde et encore plus maintenant pendant cette pandémie. Alors, comme d'habitude, nous nous réjouissons de répondre à vos questions. Du coup, n'hésitez pas à les écrire sur Facebook. Sur les sujets du sommeil, nous avons la chance de pouvoir discuter aujourd'hui avec le professeur Raphaël Heinzer, médecin-chef et directeur du Centre d'investigation et de recherche sur le sommeil. Bonsoir, professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. On va commencer pour une question qui peut paraître tout simple, mais que je pense que c'est important de commencer par là. Pourquoi est important de bien dormir? Quels sont les effets du sommeil sur notre santé? Alors, le sommeil, c'est une fonction biologique essentielle qui existe depuis la nuit des temps. Tous les êtres vivants dorment sur cette terre. Donc, si ce n'était pas utile, on l'aurait probablement perdu au cours de l'évolution et pourtant on l'a gardé. Et on sait tous que si on ne dort pas assez ou si on dort mal, notre cerveau va moins bien fonctionner. On aura des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration, des problèmes d'humeur aussi. On peut devenir parfois même un peu nerveux et agressif quand on n'a pas assez de sommeil. Ensuite, le sommeil, on n'est pas tout à fait sûr de sa fonction. Il y a probablement plusieurs fonctions. On sait par exemple que la mémoire est consolidée pendant le sommeil, que si on vous apprend quelque chose et que vous dormez bien et qu'on vous demande de le restituer le lendemain, si par exemple je vous donne une liste de 10 ou 12 mots, et même si vous faites qu'une sieste de 20 ou 30 minutes, vous allez mieux restituer ces 12 mots après une heure, mettons, que si vous n'avez pas du tout dormi. Donc le sommeil sert certainement à consolider la mémoire, mais il y a probablement beaucoup d'autres fonctions. On sait aussi, par exemple, que le sommeil permet d'évacuer les déchets du métabolisme du cerveau. Donc, tous les organes, quand ils produisent quelque chose, donc par exemple les neurones, quand ils sont actifs, ils vont produire des déchets. Et c'est surtout pendant le sommeil que l'espace entre les neurones vont s'élargir un petit peu et vous permettre d'évacuer ces déchets. Donc, ça veut aussi dire que si on dort pas, si on dort mal ou pas assez, on aura une accumulation de ces toxines dans le cerveau qui vont rendre son fonctionnement moins idéal, bien sûr. Alors, on a vu que c'est important pour plusieurs choses, mais quelle est la qualité du sommeil de la population en général? Alors, on le sait, certains ils dorment comme des bébés et d'autres, peut-être qu'ils ont de l'insomnie. Comment évaluer cette qualité du sommeil? Alors, on sait déjà qu'au niveau de la société, on a tendance à dormir de moins en moins, ce qui est dommage. Donc, l'être humain, c'est le seul animal, en quelque sorte, qui se prive volontairement de sommeil, sans aucun bénéfice, puisque au contraire, quand on ne dort pas assez, notre cerveau fonctionne moins bien. Il y a peut-être d'autres encore conséquences. Donc, le sommeil, c'est très important. Et puis, on a perdu à peu près 1 heure de sommeil dans les 50 dernières années. Ce qui est assez malheureux, mais c'est probablement dû au fait qu'on a de plus en plus d'éclairage artificiel, que grâce justement aux ordinateurs et à la lumière artificielle, on est capable maintenant de faire des choses qui ne sont pas très physiologiques, de travailler le soir par exemple, ou alors au contraire de se distraire avec des écrans, de communiquer avec le monde entier. Donc pour finir, tous ces outils technologiques ont tendance à diminuer notre sommeil, ce qui peut être dommage et ce qui peut avoir des conséquences pour la santé des êtres humains. Okay, c'est vrai que maintenant, avec tous ces appareils électroniques, c'est pas évident. Moi, je parle pour moi-même. Parfois, je me couche très tard parce que je suis sur l'ordinateur jusqu'à vraiment avant de me coucher, ce qui n'est pas trop bien. Alors maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi j'ai du mal à me coucher. Mais pendant cette pandémie, maintenant, Covid et sommeil, bien sûr, nos habitudes ont été changées à cause de restrictions et de mesures de protection. Est-ce que tout ça a eu un effet sur notre qualité de sommeil? Comment on dort maintenant par rapport à cette époque avant Covid? Alors, le Covid et le semi-confinement qu'on a vécu peut avoir 2 effets sur le sommeil, un positif et un négatif. Donc, le positif, c'est que les personnes qui ont fait du télétravail ont pu dormir en fonction de leur rythme propre de sommeil. Et ça peut être plutôt bénéfique. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, est plutôt du soir, donc actif le soir et qui aura envie de dormir plus longtemps le matin, sera plutôt bénéficiaire de ce télétravail qui lui permet peut-être de se lever un peu plus tard et de travailler depuis la maison. Donc là, plutôt positif. Par contre, tout le stress lié à l'infection, les médias en parlent beaucoup aussi, donc ça peut générer vraiment une sorte d'anxiété, un stress qui, lui, aura bien sûr un effet négatif sur le sommeil.
Certaines personnes aussi ont perdu en quelque sorte le rythme. Souvent, on a une période bien distincte pour dormir le soir et puis une période où on est réveillé la journée. Et le fait d'être à la maison tout le temps, certaines personnes ont perdu un peu ce rythme que le cerveau aime bien. On sait exactement à quelle heure on dort, à quelle heure on est réveillé, puisque certaines personnes faisaient peut-être des siestes pendant la journée, s'endormaient un peu le soir devant la télévision, et puis se réveillaient un peu plus tard pendant la nuit. Donc, c'est cette perte de rythme qui peut avoir un effet très négatif chez d'autres personnes, malheureusement. Du coup, c'est des données très intéressantes. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, au niveau de la recherche, que cette pandémie ou ces semi-confinements nous a apporté plus de données par rapport au sommeil? Le protocole de recherche qu'on aurait dû soumettre au comité d'éthique avant le confinement. Donc oui, on n'a pas de données vraiment très précises là-dessus, malheureusement. D'accord. D'accord. Et ça, c'est Ça, c'est intéressant de voir comment c'est changé. On a eu plus de temps, mais en même temps, peut-être que on n'a pas eu les outils pour gérer ces temps et continuer avec une régularité. Voilà. Mais est-ce que vous avez remarqué une augmentation du nombre de consultations par rapport au sommeil? Vous avez observé de nouvelles plantes ou des troubles différents maintenant avec les Covid? Effectivement, donc on en a vu des gens qui avaient perdu leur repère, un peu comme quand quelqu'un perd son travail, par exemple. Souvent, ça a des effets négatifs sur le sommeil parce que ces repères assez précis, on doit se lever à telle heure pour aller au travail, le soir, on ne se couche pas trop tard pour quand même avoir assez d'heures de sommeil. Ça, beaucoup de gens l'ont perdu et puis on observe justement des pertes de rythme circadien qui peuvent avoir un effet délétère sur le sommeil. Donc pendant la journée, on est un peu à moitié réveillé, puis pendant la nuit, on dort pas très bien à cause de ça. Vous avez dirigé l'étude Hypnolaus Study. Quels sont les résultats ou conclusions plus importantes de cette étude? En quelques mots. Plusieurs aspects. Donc, c'est une étude, pour résumer, dans laquelle plus de 2000 Lausannois ont accepté d'avoir un enregistrement de leur sommeil à domicile. Donc, ils ont été équipés de différents capteurs sur la tête pour mesurer l'activité du cerveau, mais aussi au niveau respiratoire, au niveau des mouvements du corps. Et on a pu analyser complètement leur sommeil. Donc, c'est la plus grande étude en population générale sur le sommeil actuellement, qui nous a donné toutes sortes d'informations. Une information particulièrement intéressante, c'était sur les troubles respiratoires du sommeil. Donc, les gens qui ont ce qu'on appelle des apnées du sommeil. Donc, c'est des sortes d'arrêts de la respiration dus à une fermeture de la gorge qu'on trouve particulièrement chez les hommes et plutôt chez les personnes en surpoids, mais aussi également chez les femmes et les personnes qui sont pas en surpoids. Et ces problèmes d'apnée du sommeil sont beaucoup plus fréquents que ce qu'on pensait précédemment. Et on a aussi vu que en suivant ces personnes prospectivement sur les années qui suivent, que les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil ont plus de risques de développer une hypertension, par exemple, parce que le fait d'arrêter de respirer pendant la nuit représente un stress, et le manque d'oxygène aussi pendant la nuit représente un stress, et ça peut avoir des conséquences au niveau cardiovasculaire. Donc là, on continue à suivre ces personnes pour voir ce qu'ils deviennent en fonction de la manière dont ils dormaient précédemment, et là, on peut vraiment apprendre beaucoup de choses. Du coup, l'étude continue, si j'ai bien compris. Vous suivez ces gens-là encore aujourd'hui? L'étude Hypnolos, c'est une sous-étude de l'étude globale qui s'appelle COLOS, donc cohorte lausannoise. Et cette cohorte, elle continue bien sûr jusqu'à maintenant. Là, on est en train de finir le troisième follow-up, donc le troisième suivi. Donc on aura bientôt 10 ans de recul entre le moment où on a enregistré le sommeil et le moment où on peut voir ce que sont devenus les gens en termes de prise de poids, en termes de développement d'une dépression qui peut aussi être liée au sommeil, et puis bien sûr les maladies cardiovasculaires, les attaques cérébrales qui nous intéressent beaucoup, puisque on sait déjà dans la littérature que les gens qui ont justement ce stress nocturne lié aux étouffements dans le contexte de ces apnées du sommeil, ont plus de risques, à peu près 2 fois plus de risques de développer une attaque cérébrale que ceux qui n'ont pas d'apnée du sommeil. Vous avez mentionné la respiration, mais quels sont les troubles plus importants ou plus courants que vous trouvez sur le sommeil? Alors, les deux troubles les plus souvent, c'est d'une part justement ces troubles respiratoires du sommeil qui vont toucher même un homme sur deux au-delà de 50 ans aura un certain nombre d'apnées, à peu près une femme sur quatre, donc ça c'est déjà très fréquent. Mais au niveau de la dépression, au niveau de l'insomnie surtout, pardon, au niveau de l'insomnie, on a pas mal de personnes qui souffrent d'insomnie. Donc l'insomnie se définit par soit des difficultés d'endormissement, soit des réveils pendant la nuit, soit un réveil trop précoce le matin, à peu près 1 heure avant le réveil. Et donc, quand ces personnes souffrent
de ces difficultés d'initiation ou de maintien du sommeil au moins 3 fois par semaine, pendant au moins 3 mois. Là, on parle vraiment d'insomnie chronique, surtout quand il y a des conséquences pendant la journée. Donc, les gens qui se plaignent d'un mauvais sommeil et qui ont des difficultés pendant la journée, difficultés de concentration, fatigue, nervosité, par exemple, là, on parle vraiment d'insomnie. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui souffrent d'insomnie, un peu plus les femmes que les hommes d'ailleurs. À peu près environ un tiers de personnes peuvent avoir des symptômes d'insomnie. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi ailleurs dans la littérature. On peut dire l'insomnie, c'est le plus récurrente. Type de consultation ici au centre du sommeil. D'accord. Alors, je suis à présent en train de regarder les premières questions qui se posent sur Facebook. Si on n'arrive pas à dormir, qu'est-ce qu'on fait? On se lève ou on cherche vraiment à tout prix le sommeil dans son lit? C'est une très bonne question et c'est vrai que la tendance naturelle, c'est de se dire, voilà, j'ai passé quelques mauvaises nuits précédemment, donc là, je vais me coucher assez tôt et puis, du coup, on n'arrive pas à s'endormir parce que ce n'est pas vraiment notre heure. Donc là, l'idéal et ce qui est recommandé maintenant, c'est de plutôt sortir du lit, faire une activité apaisante, donc la lecture sur un livre, par exemple, et puis de ne retourner au lit que quand on sent vraiment le sommeil arriver. Le risque, en restant au lit sans dormir pendant trop longtemps, c'est de venir faire une association entre le lit et un moment désagréable. Et on ne veut surtout pas que alors les personnes qui ont souvent de l'insomnie développent une sorte d'anxiété vis-à-vis du lit. Et pour finir, rien que le fait d'entrer dans sa chambre à coucher ou d'entrer dans le lit peut générer ce petit stress qui va lui-même maintenir les personnes éveillées. Et certaines personnes, par exemple, ont tendance à s'endormir un peu devant la télévision, et puis ensuite ils se lèvent, ils arrivent dans leur chambre à coucher, et puis là, de coup, ils n'arrivent plus à s'endormir à cause de cette association négative qui peut être faite entre le lit et puis le fait de ne pas dormir. Donc vraiment, on conseille aux gens plutôt de rester hors du lit tant qu'ils ne sont pas franchement fatigués, d'avoir une activité apaisante, surtout pas avec des écrans, puisque, comme on l'a discuté tout à l'heure, les écrans peuvent avoir un effet éveillant, puisque la lumière va diminuer. La lumière, c'est surtout la lumière qui va sécréter, qui va empêcher la sécrétion d'une hormone très importante pour le sommeil, qui est la mélatonine. Donc, quand on a de la lumière en face de nous, le cerveau pense que c'est encore la journée, alors que non, c'est déjà la nuit, et il faut qu'il commence à sécréter cette mélatonine. Mais la lumière des écrans, surtout la lumière bleue, aura tendance à empêcher cette sécrétion de mélatonine, qui, elle, est pourtant très importante pour lancer le sommeil, pour lancer toute la machinerie du sommeil dans le cerveau. Du coup, il faudrait déconnecter les appareils électroniques peut-être une demi-heure, une heure avant d'aller se coucher, par exemple. Alors, les gens qui dorment bien, quelque part, ils font un peu comme ils veulent, mais les personnes qui ont de la difficulté à s'endormir, là, c'est extrêmement important, en tout cas 2 heures avant le coucher, de ne plus avoir ces écrans devant les yeux, et puis plutôt privilégier une activité à la maison tranquille ou éventuellement la lecture d'un livre, ce qui peut vraiment au contraire aider, et plutôt en dehors du lit, pour que quand la lecture devient difficile, les personnes se disent, ah, voilà, c'est maintenant que je ressens la fatigue, et puis ils vont se coucher. La télévision est un petit peu moins délétère que les écrans d'un ordinateur portable ou d'une tablette qui sont très proches du visage. Par contre, le risque, c'est de s'endormir à moitié devant la télévision, déjà de consommer une partie de son bon sommeil devant la télévision, puis au final, quand on va se coucher, ben voilà, on a un petit peu moins de sommeil qu'avant. Donc, plutôt la lecture en dehors du lit, et quand on sent que la lecture devient difficile, c'est vraiment un signe comme quoi le cerveau serait prêt à aller se coucher et puis d'entrer dans le lit à ce moment-là. D'accord. Alors, encore une autre question sur Facebook. Est-ce que vous proposez la sieste en cas de mauvaise nuit? Alors, oui, si la mauvaise nuit si par exemple on a une ou deux mauvaises nuits, pourquoi pas faire une sieste pour récupérer? Ou si on n'a pas pu dormir assez, pour des raisons X ou Y, on a dû travailler un peu plus tard le soir, à ce moment-là, pourquoi pas une sieste pour récupérer? Si par contre la personne a des difficultés de sommeil, a des difficultés d'endormissement habituellement, ou des réveils nocturnes, ou plusieurs réveils pendant la nuit, à ce moment-là, on conseille justement de ne pas faire de sieste. Parce que si on commence à dormir la journée, c'est tout ça de moins qu'on va dormir la nuit. Donc là, au contraire, il faut éviter la sieste, ou alors faire des siestes très courtes. Donc une sieste courte, c'est quoi? C'est 10, 15, maximum 20 minutes. Autrement, on arrive dans le sommeil profond. Et puis sortir du sommeil profond, on est souvent moins bien que quand on fait une sieste très courte. Ou alors, comme les Espagnols, à ce moment-là, vous faites une sieste complète, c'est-à-dire un cycle complet du sommeil qui dure 90 à 100 minutes environ. Donc là, alors soit vous faites une sieste courte, 10-15 minutes, ou alors carrément une sieste d'1 heure et demie qui vous permet alors de faire un cycle complet du sommeil et de vous réveiller spontanément après ce cycle. Il faut se mettre des alarmes. Mais on a encore des questions. Vous avez mentionné la mélatonine tout à l'heure. Et on a une question en relation à ça. Est-ce que vous conseillez de prendre de la mélatonine en cas de difficulté d'endormissement?
Alors, la mélatonine, à la base, c'est surtout pour les gens qui ont des troubles de l'horloge interne. Donc, par exemple, les adolescents ont souvent un décalage de leur horloge interne qui les fait se coucher plus tard et se lever plus tard. Donc là, il y a vraiment un trouble d'horloge. Ou bien, par exemple, pour le jet lag. Le jet lag, si vous allez, par exemple, si vous voyagez vers l'Est, là, vous avez un décalage de votre horloge interne par rapport à l'heure locale. Donc là, oui, la mélatonine, même à très faible dose, peut déjà être très utile. Ensuite, c'est vrai qu'on a un petit effet aussi soporifique de la mélatonine. Par exemple, les personnes âgées ont souvent une sécrétion de mélatonine qui est moins intense que les autres. Et puis à ce moment-là, la mélatonine peut être prise pour essayer de consolider le sommeil chez les personnes âgées. Il y a une personne qui nous demande est-ce que les symptômes de l'apnée du sommeil peuvent indiquer une autre pathologie, par exemple? Donc, les apnées du sommeil, les symptômes de l'apnée du sommeil, c'est surtout de la somnolence pendant la journée. Donc, le fait d'avoir tendance à s'endormir pendant la journée peut être effectivement un signe d'apnée du sommeil pendant la nuit. Donc, un sommeil coupé, puisque chaque fois qu'on fait une apnée, on doit avoir un petit réveil, ce qui vous empêche d'avoir un sommeil vraiment réparateur. Mais cette somnolence, bien sûr, peut être due à toutes sortes d'autres choses. Ça peut être certaines maladies neurologiques. Alors, certaines sont rares, hein, comme la narcolepsie, mais ça peut aussi être dû à d'autres troubles du sommeil qui vont perturber la qualité du sommeil, comme par exemple des gens qui ont des impatiences dans les jambes et des mouvements des jambes, des petits spasmes dans les jambes qui les réveillent fréquemment pendant la nuit. Et ça peut aussi produire les mêmes symptômes pendant la journée qui seraient une somnolence. Est-ce que dans ce sens-là, le sommeil a un impact sur nos défenses immunitaires? Par exemple, un mauvais sommeil, est-ce que peut être impliqué dans le développement d'une autre maladie, soit les Covid ou par exemple les cancers? Alors, il y a encore assez peu de données sur sommeil et immunité. Il y a quelques études qui peuvent suggérer un lien, effectivement, puisque si on vaccine quelqu'un et qu'on l'empêche de dormir par la suite, on s'aperçoit qu'à un mois, il aura développé moins d'anticorps que les personnes qui ont bien dormi juste la nuit après la vaccination. Donc, c'est possible que le sommeil, qu'un bon sommeil favorise aussi l'immunité. On a aussi vu que certaines personnes chez qui, expérimentalement, on avait inoculé le virus du rhume dans le nez, que ceux qui dormaient peu avaient plus de chances de développer la maladie, donc le rhume, que ceux qui dormaient bien. Donc c'est possible qu'il y ait un lien. Pour l'instant, on n'a encore pas beaucoup étudié. La médecine du sommeil, c'est quelque chose de relativement récent, donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce domaine, ce qui le rend justement passionnant. D'accord. Dans le cas du cancer, précisément, les personnes atteintes de cancer, normalement, ils ont des difficultés pour s'endormir ou pour rester endormis, ou bien ils ont des réveils nocturnes fréquents. Est-ce que ces troubles alertent sur... est-ce que dans ce sens-là, ils ont changé la vie parce que ces troubles, ils ont altéré la qualité de vie de cette personne. Comment ces troubles de sommeil peuvent embêter la vie quotidienne et pourquoi c'est souvent chez les personnes atteintes de cancer? Alors, les personnes atteintes de cancer, elles ont souvent un grand stress lié à leurs conditions, lié d'abord la mauvaise nouvelle du cancer. Ensuite, ce stress peut bien sûr se traduire par un état d'hyper-éveil, comme quand on est en danger. Bien sûr, notre cerveau devient extrêmement actif, on se pose plein de questions. Évidemment, ces questions ont aussi une répercussion sur le sommeil. Pendant la nuit, on commence justement à gamberger là-dessus. Et ça, bien sûr, c'est extrêmement délétère pour le sommeil. Ensuite, il y a bien sûr une deuxième phase avec les traitements qui peuvent être associés, alors pour certains, avec des effets secondaires qui peuvent être gênants en termes de brûlure gastrique, en termes de digestif, en termes de douleur en général, qui bien sûr auront un impact énorme sur le sommeil. Donc il y a vraiment différents aspects du cancer qui peuvent influencer la qualité du sommeil, c'est sûr. Merci beaucoup pour cette réflexion parce qu'on avait précisément une question par rapport à ça. Du coup, on a bien vu que les traitements contre les cancers, chimiothérapie ou radiothérapie par exemple, peuvent induire des troubles de sommeil. Ah oui, c'est surtout par les effets secondaires de ces traitements et par le stress général lié à la maladie que bien sûr que le sommeil peut être affecté, ça c'est évident. On a encore une question qu'on revient un petit peu à la sieste, la turbo-sieste. Plutôt au milieu de la journée ou n'importe quand dans la journée. Est-ce qu'il y a vraiment un timing précis pour faire cette turbo-sieste, comme monsieur l'appelle?
Alors, la turbo-sieste, on l'utilise surtout quand on ressent tout à coup une somnolence, quand tout à coup on sent la fatigue arriver, qu'on doit travailler, qu'on doit conduire, surtout quand on doit conduire. À ce moment-là, il faut impérativement s'arrêter de conduire, ça c'est la loi même. On n'a pas le droit de conduire quand on est somnolent. Et puis à ce moment-là, une turbo-sieste peut permettre justement de retrouver une vigilance nettement meilleure. Même après 10 minutes, ça peut déjà être très bénéfique. Si par contre on veut prévoir une sieste, alors autant la prévoir peut-être en début d'après-midi, à la pause de midi, qui permet justement d'être de nouveau plus en forme pour l'après-midi. Pour les personnes qui ont des difficultés d'endormissement le soir, on ne conseille plutôt pas de la faire en fin de journée, parce qu'à ce moment-là, ça peut déjà manger en quelque sorte, consommer un petit peu le besoin de sommeil de la nuit avec des difficultés d'endormissement qui pourraient être plus importantes. Donc, les gens qui dorment bien, ils peuvent la faire quand ils veulent. Pour les gens qui dorment mal, on recommande de faire plutôt des siestes courtes et plutôt pas le soir pour ne pas perturber le sommeil. Merci aux internautes pour toutes ces questions. On a encore une autre. Les liseuses sont-elles considérées comme les PC portables ou et peuvent empêcher la sécrétion de la mélatonine? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que les liseuses ont souvent un aspect beaucoup plus mat, beaucoup moins lumineux. Alors, il n'y a malheureusement pas eu d'études spécifiquement sur les liseuses. Alors, on peut espérer en tout cas que l'impact sur la mélatonine soit moins important. Il faut peut-être essayer de mettre la luminosité la plus basse possible sur ces liseuses, ou que ce soit quand même agréable pour lire, bien sûr, mais pas mettre trop de luminosité. Mais il n'y a malheureusement pas eu d'études spécifiques justement sur cette catégorie d'écran. Vous avez mentionné avant, c'est ce qu'on fait pendant la journée, un impact sur le sommeil. Par exemple, vous avez mentionné le stress. Est-ce qu'il y a des autres choses aussi qui sont importantes à considérer pour une bonne qualité de sommeil? Par exemple, les émotions ou un autre élément qu'on devrait considérer? Oui, bien sûr, il y a toutes sortes d'éléments qui auront des impacts. Tout ce qui est émotion, stress, bien sûr que ça aura un impact énorme sur le sommeil. Donc, le soir, c'est bien d'essayer de laisser ces problèmes en dehors de la chambre et puis essayer plutôt de faire de la relaxation, essayer surtout de ne pas travailler le soir parce que si on commence à gamberger tous les problèmes de travail, bien sûr que l'endormissement sera beaucoup plus difficile. On peut faire des exercices de relaxation et puis surtout, on recommande de faire quelque chose de plaisant dans la soirée. Donc, soit un livre, par exemple, une petite balade, quelque chose vraiment qui est agréable pour réussir justement à avoir une zone tampon entre le moment où on arrête de travailler et le moment où on commence à s'endormir. Comme autre phénomène qui peut avoir une influence sur la qualité du sommeil pendant la journée, c'est l'exposition à la lumière. Donc l'exposition à la lumière est très importante pour que notre cerveau comprenne bien qu'il y a une phase d'éveil pendant laquelle on a cette lumière, pendant laquelle notre mélatonine n'est pas sécrétée. Et puis le soir, au contraire, on essaie de favoriser plutôt une ambiance feutrée avec des lumières plutôt chaudes. Donc quand c'est dans le jaune-orange, ça a nettement moins d'influence sur notre rythme circadien que si on a de la lumière bleue ou blanche. Donc même un néon de salle de bain extrêmement puissant peut déjà influencer le sommeil aussi. Finalement, C'est pas toujours. Pardon, non, non, je mentionnerais peut-être encore tout ce qui est excitant, donc la caféine. Et ça, parfois, les gens ne sont pas conscients que, par exemple, dans le Coca-Cola, il y a des doses importantes de caféine. Il y a bien sûr des boissons qui sont énergisantes, qui ont encore beaucoup plus de caféine. La théine aussi, chez certaines personnes sensibles, peut avoir une influence. Donc, soit le thé froid ou le thé noir, ou même le thé vert, peuvent avoir une influence sur le sommeil chez les personnes sensibles. beaucoup de Pour choses causer à tenir en compte. C'est vrai qu'on est tous très engagés dans notre travail et parfois on oublie de dédier ces temps, de rien faire avant d'aller endormir ou de prendre toutes ces considérations pendant la journée pour avoir une bonne qualité de sommeil. On a parlé des causes qui difficultent les sommeils, mais comment les traiter? Est-ce que vous avez une thérapie qui est la plus efficace, par exemple, contre l'insomnie? Alors oui, là clairement. Donc malheureusement, il y a encore un réflexe du corps médical souvent de OK, j'ai de la peine à dormir, hop, un somnifère. Et ça, on essaie de l'éviter le plus possible. En tout cas, au centre du sommeil, on prescrit vraiment très très rarement des somnifères ou que pour une période très courte lors d'un stress aigu, mettons. Mais après une semaine ou deux, il faut déjà prévoir d'arrêter le somnifère. Donc, ce qui marche le mieux pour l'insomnie, c'est ce qu'on appelle des thérapies cognitivo-comportementales. Donc, c'est des thérapies dans lesquelles on essaie d'une part de défaire les associations négatives avec le lit, donc cette anxiété qu'ont généré les mauvaises nuits précédentes sur le lit, cette association négative qu'on peut faire avec le lit. Donc, essayer de bien comprendre que pas parce qu'on a une mauvaise nuit qu'il va se passer des choses terribles le lendemain, parce qu'on a des fois tendance à attribuer à sa mauvaise nuit toutes les choses, tous les problèmes qui surviennent le lendemain, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et puis, on essaye aussi
d'apprendre des techniques de relaxation à ces personnes. Et puis, finalement, on fait des exercices aussi, des exercices qui visent temporairement à réduire le temps qu'on passe au lit. Et c'est vrai que les personnes qui ont de l'insomnie en général ont plutôt tendance à étendre leur temps passé au lit, ce qui est très logique. Hein. Et donc, ils se disent, voilà, j'ai passé plusieurs mauvaises nuits, donc je vais me coucher à 9 heures à la place de 11 heures pour essayer de récupérer un petit peu. Ou bien je reste au lit jusqu'à 8 heures du matin plutôt que de me lever à 7 heures pour essayer d'avoir un peu plus de sommeil. Et puis, pendant la journée, ils vont essayer de faire des siestes plutôt longues pour de nouveau récupérer du manque de sommeil. Et ça, le problème, c'est que ça commence à diluer ce sommeil sur une trop longue période. Donc, si vous passez, mettons, 10 ou 12 heures à essayer de dormir sur les 24 heures, votre sommeil sera nettement moins solide, moins consistant, et au contraire, ça risque même d'entretenir ce phénomène. Donc, on propose un exercice un peu particulier à ces personnes dans les cadres des thérapies cognitives et comportementales, c'est de restreindre le temps qu'ils passent au lit. Alors, souvent, ils nous regardent un peu bizarrement, ils disent, mais ça va, c'est pas possible, je vais jamais tenir le coup, mais souvent, quand ils nous disent, par exemple, moi, je dors au maximum 4 heures par nuit, eh ben, on leur dit, bon, voilà, essayez de ne passer que 5 ou 6 heures pendant une période de temps dédié au sommeil. Donc, vous n'allez, par exemple, pas vous coucher avant minuit, et puis, à 6 heures du matin, vous mettez le réveil pendant une semaine ou deux. Et puis, c'est clair que le fait de devoir se retenir de dormir, le fait de se réjouir pour finir que minuit arrive pour pouvoir aller se coucher, change un peu l'approche du lit. On se réjouit presque d'aller au lit plutôt que de se dire « Ouh là là, c'est l'heure, il faut que j'aille au lit ». Donc ça change l'approche du lit. Ça donne, au bout d'un moment, le fait de restreindre le temps passé au lit, ça peut peut-être créer une petite dette de sommeil aussi. Et cette dette de sommeil, alors ça peut être un peu pénible pendant cette période d'adaptation, mais cette dette de sommeil va aussi aider les gens à mieux s'endormir le soir et à leur faire reprendre confiance dans leur capacité à s'endormir. Et puis ensuite, il faut continuer à se lever à 6 heures du matin. Alors, de nouveau, au bout d'une semaine ou deux avec ce régime, eh ben, le sommeil deviendra assez continu pendant cette courte période qu'on va petit à petit élargir, quart d'heure par quart d'heure, tous les 3-4 jours, jusqu'à ce que la personne trouve un équilibre entre un sommeil assez long quand même pendant la nuit qui leur permet de ne pas être trop fatigué la journée, mais un sommeil qui n'est pas non plus trop étendu pour garder une certaine consistance, une certaine solidité du sommeil. Et souvent, les gens trouvent par eux-mêmes leur rythme idéal, leur période de sommeil qui leur est propre. On voit en fait que c'est très psychologique. Dans ce sens-là, est-ce qu'on pourrait dire peut-être que les thérapies d'autogestion, par exemple l'auto-hypnose, ont aussi un impact sur la qualité du sommeil? Elles peuvent nous aider à avoir une meilleure qualité du sommeil? Permet de bien se relâcher, de se focaliser sur une seule chose et de couper un petit peu avec ses soucis habituels. Et ça peut effectivement donner une ambiance favorable à l'endormissement, même si l'hypnose n'est pas vraiment du sommeil. Par exemple, certains, les pilotes de Solar Impulse, je pense notamment à Bertrand Piccard, lui utilisait vraiment l'auto-hypnose puisqu'il avait le droit de faire que des petites siestes dans son avion. Et le fait de faire de l'auto-hypnose auparavant lui permettait de bien se préparer pour bénéficier au maximum de sa petite sieste. Donc, ça peut vraiment mettre dans un état favorable, un état de détente qui permet de mieux s'endormir. Dans des autres lives de l'ALBC, on a parlé beaucoup sur l'alimentation, sur l'activité physique adaptée comme atout pour la santé. Est-ce qu'ils ont aussi un élément est-ce qu'ils influencent aussi le sommeil? Par exemple, est-ce qu'il y a une alimentation, un régime particulier qui peuvent nous aider ou améliorer le sommeil? Alors, au niveau de l'alimentation, on entend beaucoup de choses, effectivement, on entend toutes sortes de choses. Malheureusement, il n'y a pas de données très, très précises sur est-ce qu'il faut manger plutôt des glucides, des lipides, des protéines avant d'aller se coucher. C'est clair que si on a l'estomac plein au moment d'aller se coucher, quand on se met à l'horizontale, on peut avoir des reflux qui seront très désagréables, ça c'est évident. Ensuite, alors tout ce qui est stimulant, on en a parlé tout à l'heure, caféine, théine, ça c'est bien sûr à proscrire. Ensuite, alors plutôt glucides, alors les gens disent que les glucides sont très stimulants. Mais on n'a encore pas la preuve, en tout cas, que ça va perturber le sommeil par la suite. Donc, au niveau de l'alimentation, je dirais manger pas juste avant d'aller se coucher, manger plutôt léger, mais autrement, en termes de type d'aliment, on n'a pas vraiment de conseils très précis à donner. Et par rapport au mouvement, par exemple, l'exercice physique, quand il est recommandé? Très bénéfique si on le fait pendant la journée, surtout si on va s'exposer à l'extérieur. Là, ça permet justement de renforcer ce rythme. La journée, on est bien réveillé, on s'expose à la lumière, on est actif physiquement. Mais pas le soir. Et puis, alors, surtout pas le soir. C'est ça. Donc là, ça peut même avoir un effet délétère le soir, puisque si on va faire un jogging juste avant d'aller se coucher, ben, notre corps se réchauffe. On a aussi de l'adrénaline qui est sécrétée. Et ça, bien sûr, c'est des éléments qui sont plutôt négatifs pour l'endormissement. Donc, on conseille vraiment le sport, mais plutôt dans la journée, en fin d'après-midi, mais pas juste avant d'aller se coucher, puisque le corps doit vraiment se refroidir pour pouvoir entrer dans le sommeil.
Alors, professeur Heinzer, on arrive malheureusement au final de ces 30 minutes de discussion, mais je voudrais vous demander une dernière question. À qui vous recommanderez-vous une consultation sur le sommeil? Alors, toute personne pour qui les troubles du sommeil ont un impact sur leur journée, toute personne qui se plaigne de somnolence, d'endormissement au volant, par exemple, ça c'est extrêmement important de consulter puisque ça peut être vraiment dangereux. Si on vous dit par exemple que vous faites des apnées pendant la nuit, alors là, bien sûr, même si vous ne le remarquez pas vous-même, ça vaut la peine de consulter aussi. Donc, chaque fois qu'un sommeil perturbé a des conséquences pour la personne, bien sûr, on est là pour aider les gens. Alors, merci beaucoup, professeur Heinzer, pour votre présence ce soir et pour vos échanges. Merci aux internautes aussi pour vos questions et on vous attend jeudi pour un prochain live de la LBC. Bonne soirée. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci Merci, beaucoup. bonne soirée.